Un millionnaire voit son ex accoucher de jumeaux. Ce qu'il fait choque tout le monde à l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maxwell Roberts ajusta sa Rolex en platine alors qu'il arpentait les couloirs stériles du Boston Memorial Hospital, le claquement de ses chaussures en cuir italien résonnant sur le sol poli. L'accord d'investissement de 500 millions de dollars qu'il attendait dans la salle du conseil à l'étage aurait dû capter toute son attention, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. Son téléphone vibrait sans cesse, affichant les messages de son assistant concernant la réunion retardée, mais Maxwell y prêta à peine attention. À 35 ans, il avait fait de Roberts Enterprises un empire financier. Pourtant, depuis quelque temps, un vide inexplicable le rongeait. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, un cri perçant déchira le calme feutré de l'hôpital. Contre toute attente, Maxwell suivit le son jusqu'au couloir de la maternité. Ce qu'il vit ensuite figea son monde. Une femme aux cheveux châtains était transportée d'urgence dans la salle d'accouchement sur un brancard, son visage déformé par la douleur. Lorsque leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, la reconnaissance le frappa comme un éclair. Sarah Williams, la femme de Seattle, cette nuit unique 8 mois plus tôt, qui hantait ses rêves depuis. Le souffle lui manqua lorsque la réalité mathématique s'imposa à lui. 8 mois. Le timing était sans équivoque. Monsieur Roberts, la voix de son assistant résonna derrière lui. Le conseil d'administration vous attend. Mais Maxwell ne pouvait plus bouger. Ses jambes semblaient être de plomb alors qu'il regardait les portes de la salle d'accouchement se refermer, scellant le sort de la femme qui portait peut-être ses enfants. Pour la première fois de sa vie, le PDG milliardaire s'assit sur un banc d'hôpital et attendit. Son empire oublié. 3 interminables heures d'angoisse s'écoulèrent. Maxwell avait renvoyé son assistant, annulé la réunion du conseil et ignoré 17 appels urgents. Son costume parfaitement repassé était maintenant froissé à force de s'agripper au banc de l'hôpital. Lorsqu'une infirmière émergea enfin de la salle d'accouchement, son annonce résonna dans le couloir, « Félicitations, 2 petits garçons en parfaite santé ». Le cœur de Maxwell cessa de battre. Des jumeaux. Ses mains tremblaient tandis qu'il se levait, chaque instinct lui hurlant de fuir. Pourtant, ses pieds le portèrent vers la chambre de Sarah. Elle reposait, épuisée, contre des oreillers blancs, ses cheveux humides de sueur. Mais il y avait en elle quelque chose de radieux qui lui coupa le souffle. Dans ses bras, 2 petits paquets dormaient paisiblement. Sont-ils? La voix de Maxwell se brisa, incapable de terminer sa question. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Oui, Maxwell. Ce sont les tiens. Les mots le frappèrent comme un coup. Il s'affaissa sur la chaise à côté de son lit, fixant les petits visages parfaits. J'ai essayé de te joindre, murmura Sarah. J'ai appelé ton bureau des dizaines de fois, envoyé des emails. Quoi? Maxwell leva brusquement les yeux. Ton assistant a dit que tu n'étais pas disponible, que tu ne voulais pas être dérangé par des connaissances inappropriées. Une rage envahit Maxwell alors qu'il réalisait ce qui s'était passé. Richard, son assistant, avait filtré ses appels, décidant qui était digne de l'attention du PDG. Sarah, je n'ai jamais su. Je te jure que je n'ai jamais su. Comme s'il sentait la présence de son père, l'un des bébés ouvrit les yeux, du même gris acier que ceux de Maxwell. À cet instant, quelque chose changea fondamentalement en lui. L'empire qu'il avait passé des années à bâtir lui parut soudain insignifiant comparé à ses 2 petites vies. Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-il doucement. Oliver et Ethan, répondit Sarah, observant attentivement son visage. Maxwell tendit la main avec hésitation et Sarah plaça Oliver dans ses bras. La petite main du bébé s'enroula autour de son doigt, et Maxwell sentit ses murs si soigneusement érigés s'effondrer complètement. L'esprit de Maxwell retourna à cette soirée fatidique, 8 mois plus tôt. Il était à Seattle pour le Pacific Northwest Business Summit, logeant dans la suite pentouse du Grand Hyatt. Une autre ville, un autre contrat, une autre chambre d'hôtel vide. Le dîner de la conférence avait été insupportablement ennuyeux, fait de faux sourires et de conversations creuses sur les projections du marché. Ayant besoin d'air, Maxwell s'était échappé sur le toit-terrasse de l'hôtel, juste au moment où un orage inattendu s'abattait sur Elliott Bay. C'est là qu'il l'avait trouvé. Sarah Williams, blottie sous le pavillon couvert avec son appareil photo, capturant les éclairs qui zébraient le ciel de Seattle. Elle portait une simple robe d'été et semblait complètement absorbée par son travail. Incroyable cliché, avait-il dit, sincèrement impressionné par sa technique. Elle s'était retournée, surprise, puis avait souri.
La plupart des gens courent se mettre à l'abri quand il y a de l'orage. Moi, je le poursuis. Ils parlèrent pendant des heures. Elle ne l'avait pas reconnu, ne connaissait ni ses milliards ni son empire commercial. Pour elle, il était juste Maxwell, un homme qui semblait seul malgré son costume coûteux. « À quoi rêvez-vous » avait-elle demandé alors qu'il regardait les lumières de la ville danser sous la pluie. « Je rêvais de construire quelque chose de durable », avait-il admis. « Maintenant, je me demande si je n'ai pas simplement construit de belles cages. » Quand la pluie s'intensifia, elle lui prit la main et l'entraîna avec elle, riant alors qu'il se faisait tremper. Ils dansèrent maladroitement sur la terrasse mouillée, son appareil photo oublié, se sentant tous deux jeunes et insouciants. Le baiser vint naturellement, sous l'orage de Seattle, et il eut l'impression de rentrer dans un foyer où il n'était jamais allé. De retour dans la chambre d'hôpital, tenant Oliver dans ses bras, Maxwell ressentit le même sentiment d'appartenance, mais cette fois, il ne s'enfuirait pas. « Je suis parti le lendemain matin », avoua-t-il à Sarah. J'étais terrifié par ce que je ressentais. Sarah hocha la tête tristement. J'ai trouvé ton mot. Merci pour cette belle soirée. Très professionnelle. La plus grande erreur de ma vie, murmura Maxwell, et chaque mot était sincère. Cette nuit-là, Maxwell refusa de quitter l'hôpital. Il avait renvoyé son chauffeur et ignoré la pile de contrats urgents qui attendaient sur son bureau. Au lieu de cela, il s'assit sur une chaise en plastique inconfortable, regardant Sarah dormir et apprenant à tenir ses fils. Ethan était le plus calme des jumeaux, se contentant d'étudier les visages avec de sérieux yeux gris. Oliver était plus agité, montrant déjà des signes de la détermination des Roberts avec sa poigne ferme et ses cris exigeants. À 3 heures du matin, quand Oliver se réveilla, affamé, et que Sarah peinait à s'asseoir, Maxwell prit doucement le bébé. « Laisse-moi faire, dit-il, préparant le biberon avec une compétence surprenante. « Tu es un père né » observa Sarah, étonnée. « Je n'ai jamais pensé vouloir d'enfant », admit Maxwell en regardant Oliver boire. « Mon père était absent. Toujours au travail, toujours à bâtir l'entreprise. Je m'étais juré de ne jamais faire subir ça à un enfant. Et maintenant ?» Maxwell croisa son regard. « Maintenant, je comprends ce qui me manquait. Toutes ces années à bâtir un empire, et je n'ai jamais bâti de foyer. » Alors que l'aube filtrait par les fenêtres de l'hôpital, Maxwell passa des appels qui auraient choqué son conseil d'administration. Il annula 3 voyages internationaux, reporta l'expansion à Tokyo et ordonna à son équipe juridique de préparer les papiers de reconnaissance de paternité. « Maxwell, dit doucement Sarah, tu n'as pas à changer toute ta vie. Je peux me débrouiller seul. » Il la regarda, incrédule. « Sarah, tu n'es plus seule. Tu ne seras plus jamais seule. » Lorsque le docteur Chen entra pour sa tournée du matin, elle trouva Maxwell endormi sur la chaise avec Ethan sur sa poitrine, tandis que Sarah berçait Oliver. Cette scène la fit sourire. Elle avait mis au monde des milliers de bébés, mais rarement avait-elle été témoin d'un lien familial aussi instantané. « Les visites commencent à 8 heures, murmura-t-elle à l'infirmière. « Il n'est pas en visite, répondit Sarah en regardant le visage paisible de Maxwell. « Il est à la maison. » Le mot flotta dans l'air entre eux, lourd de possibilités et d'espoir. Le 2e jour de Sarah à l'hôpital, Maxwell arriva avec un petit bouquet de marguerites blanches. Pas de roses coûteuses ou d'orchidées exotiques, mais de simples marguerites. « Tu t'en es souvenu » murmura Sarah, les larmes aux yeux. « Tu avais dit que c'était tes préférés parce que ce sont des fleurs honnêtes. »« Pas de faux-semblants, juste de la pure beauté » répondit Maxwell, se rappelant parfaitement leur conversation à Seattle. Les infirmières s'affairaient autour des jumeaux, mais se figèrent lorsque Maxwell s'agenouilla soudainement près du lit de Sarah. De la poche de sa veste, il sortit une petite boîte en velours. « Sarah Williams, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que je t'ai blessé en fuyant, mais je ne peux plus fuir. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant magnifique mais élégante. Pas la pierre massive que sa fortune pouvait lui offrir, mais quelque chose de beau et de réfléchi. « Veux-tu m'épouser ? Pas par devoir, pas à cause des garçons, mais parce qu'il y a 8 mois, sous un orage à Seattle, tu m'as montré ce qui manquait à mon cœur. » Sarah fixa la bague, puis le visage vulnérable de Maxwell. « Comment puis-je savoir que tu ne fuiras pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles ? » « Parce que, dit Maxwell en lui prenant la main, m'enfuir loin de toi a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque jour depuis Seattle, j'ai regretté d'avoir quitté cette chambre d'hôtel. Chaque contrat me semblait vide parce que je ne le partageais pas avec toi.
Dans ses bras, Oliver gazouilla comme pour approuver, tandis qu'Ethan dormait paisiblement. Ce n'est pas un conte de fées, Maxwell, dit Sarah avec précaution. Les vraies relations demandent du travail. Je suis prêt à travailler, répondit-il. J'ai passé des années à bâtir une entreprise. Maintenant, je veux bâtir une famille. Sarah plongea son regard dans le sien, voyant l'homme qui avait dansé avec elle sous la pluie, pas le PDG milliardaire que le monde connaissait. Oui, murmura-t-elle. Les infirmières qui écoutaient indiscrètement éclatèrent en applaudissements spontanés tandis que Maxwell glissait la bague à son doigt, scellant leur seconde chance d'un doux baiser. Une semaine plus tard, la Bentley noire de Maxwell franchit les portes en fer forgé de sa demeure de Beacon Hill. Sarah serra les porte-bébés, submergée par l'imposante façade géorgienne avec ses jardins manucurés et ses colonnes de marbre. « Bienvenue à la maison », dit doucement Maxwell. Mais Sarah se sentait tout sauf la bienvenue. Madame Patterson, la gouvernante au visage sévère qui travaillait pour la famille Roberts depuis 30 ans, attendait dans le grand hall. Son regard désapprobateur balaya le simple jean et le pull de Sarah. « Madame Patterson », annonça Maxwell, « voici Sarah, ma fiancée, et mes fils, Oliver et Ethan. » Les sourcils de la gouvernante se haussèrent de manière presque imperceptible. « Monsieur, peut-être que l'aile des invités serait plus appropriée jusqu'à ce que la suite principale. » Maxwell l'interrompit fermement. « Nous sommes une famille. » Sarah sentit le poids des lustres en cristal, des peintures inestimables et des générations de traditions Roberts peser sur elle. Tout criait la vieille fortune et le pouvoir établi, un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Ce soir-là, après que les jumeaux furent installés dans des berceaux arrangés à la hâte, Sarah se retrouva seule dans le jardin de la demeure. Les roses manucurées lui semblaient aussi étrangères que tout le reste. Maxwell la découvrit là, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je n'ai pas ma place ici », murmura-t-elle. « Regarde cet endroit, Maxwell. Regarde-moi. Je suis une photographe de petite ville qui fait ses courses chez Target. » Maxwell s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre. « Tu as raison. Tu n'as pas ta place ici. » Le cœur de Sarah se serra, jusqu'à ce qu'il poursuive. « Cette maison est dans ma famille depuis des générations, remplie d'attentes et de traditions qui n'ont jamais rendu personne heureux. Mes parents ont vécu ici pendant 25 ans et se parlaient à peine. » Il lui prit les mains. « Je ne veux pas que tu t'intègres à ce monde, Sarah. Je veux que nous en créions un nouveau. » À l'intérieur de la demeure, Madame Patterson observait depuis une fenêtre à l'étage Maxwell tenant Sarah contre lui. Et pour la première fois depuis des années, elle vit une émotion sincère sur le visage de son employeur. Le lendemain matin, 3 Mercedes noires arrivèrent sans prévenir. Eleanor Roberts sortit de la voiture de tête, telle une générale se préparant au combat, suivie du frère de Maxwell, David, et de sa sœur, Catherine. Sarah nourrissait Oliver dans le salon du matin lorsque l'entourage fit irruption. Eleanor, une femme imposante d'une 60aine d'années aux cheveux d'argent et aux yeux bleus froids, examina la scène avec un dédain évident. « Alors, ce sont là les prétendus héritiers, » dit Eleanor, sa voix dégoulinant de scepticisme. Maxwell apparut aussitôt, la mâchoire serrée. « Mère, vous êtes en avance. »« Nous devons discuter de cette situation en privé, » répondit Eleanor, jetant à peine un regard à Sarah. « Il n'y a rien à discuter. Sarah est ma fiancée et la mère de mes enfants. » David, toujours l'avocat de la famille, s'avança. « Maxwell, nous avons besoin de tests de paternité, de vérification d'antécédents, d'un contrat de mariage. »« Dehors, » dit Maxwell calmement. La pièce devint silencieuse. En 35 ans, Maxwell n'avait jamais défié directement sa famille. Les lèvres d'Eleanor se crispèrent. « Ne sois pas naïf, mon fils. Cette femme t'a clairement ciblé. Un timing bien pratique, se présentant enceinte juste après une aventure d'un soir. » Sarah se leva, tenant Oliver d'un air protecteur. « Madame Roberts, je comprends votre inquiétude pour votre fils, mais... » Eleanor la coupa. « Je sais exactement ce que vous êtes. Une croqueuse de diamants qui a eu de la chance. » Maxwell s'interposa, sa voix dangereusement basse. « Tu ne parleras pas ainsi à la mère de mes enfants. » Les yeux d'Eleanor brillèrent. « Elle se sert de ses bébés pour te piéger. Ouvre les yeux. » « Mes yeux sont ouverts pour la première fois depuis des années, » répondit Maxwell. « Je vois une femme qui a essayé de me joindre pendant des mois, qui s'est préparée à élever mes enfants seule plutôt que de mendier de l'argent. Je vois quelqu'un qui me donne envie d'être un homme meilleur. » Catherine prit la parole pour la première fois. « Maxwell,
Tu la connais depuis quoi, une semaine? Tu gâches tout pour une inconnue. Je ne gâche rien du tout. Je choisis enfin ce qui compte. Eleanor joua sa dernière carte, se tournant vers Sarah. Combien? Donnez-moi votre prix pour disparaître. La voix de Sarah était ferme malgré ses mains tremblantes. Il n'y a pas de prix, Madame Roberts. Mais Maxwell est libre de choisir sa famille. Si vous ne pouvez pas respecter son choix, peut-être devriez-vous partir. Maxwell fit face à sa famille, une lueur d'acier dans la voix. Tant que vous ne pourrez pas traiter Sarah et mes fils avec respect, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'Eleanor rassemble sa dignité et se dirige vers la porte. Quand ce fantasme prendra fin, ne viens pas ramper vers nous. Alors que les voitures disparaissaient sur l'allée, Maxwell serra Sarah contre lui, tous deux tremblants de la confrontation qui venait de tout changer. 3 jours après la confrontation familiale, Maxwell surprit Sarah avec une promenade mystérieuse. Alors qu'ils quittaient les limites de Boston, les jumeaux dormant dans leur siège auto, Sarah remarqua les épaules de Maxwell se détendre pour la première fois depuis la visite de sa famille. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Quelque part où j'aurais dû t'emmener depuis le début », répondit-il en tournant sur une route sinueuse au bord d'un lac. Ils s'arrêtèrent devant une charmante maison à 2 étages nichée au milieu des pins, avec un porche enveloppant donnant sur un lac immaculé. Contrairement à l'imposante demeure de Beacon Hill, celle-ci semblait chaleureuse et accueillante. « J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans. Expliqua Maxwell alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Je me suis dit que c'était un investissement, mais honnêtement, j'avais juste besoin d'un endroit qui me paraisse paisible. À l'intérieur, Sarah eut le souffle coupé. La maison était magnifiquement meublée mais semblait habitée, confortable. De grandes fenêtres inondaient les pièces de lumière naturelle, et une cheminée en pierre dominait le salon douillet. Maxwell, c'est parfait, souffla-t-il. Il la conduisit à l'étage pour lui montrer la chambre principale avec des baies vitrées orientées à l'est. Tu as mentionné à Seattle que tu aimais regarder les levers de soleil. Mais la vraie surprise se trouvait au bout du couloir, un studio de photographie entièrement équipé avec un éclairage professionnel et une chambre noire. Tu as fait ça pour moi? Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Je me suis préparé à ton retour dans ma vie, même sans m'en rendre compte, admit Maxwell. La nurserie des jumeaux était déjà installée avec 2 berceaux, une table à langer et des jouets soigneusement choisis par Maxwell lui-même. Tout était prêt, comme s'il avait attendu l'arrivée de sa famille. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac, Sarah se sentit enfin en paix. Les jumeaux jouaient sur une couverture entre eux, et Maxwell semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Pas de personnel, pas d'attente, pas de drame familial, dit-il calmement. Juste nous. Es-tu sûr de pouvoir être heureux avec juste nous? Demanda Sarah. Maxwell prit Ethan, qui attrapa immédiatement le nez de son père. Sarah, c'est la première fois de ma vie d'adulte que je me sens vraiment chez moi. Le premier mois à la maison du lac les transforma tous. Maxwell apprit à changer les couches à 2 heures du matin sans se plaindre, maîtrisa l'art de faire le rot au bébé et découvrit qu'il pouvait distinguer le cri de fin de l'hiver du gémissement de sommeil d'Ethan. Sarah observait, émerveillée, le PDG intimidant devenir un père dévoué qui chantait des berceuses faux et faisait des grimaces pour obtenir des sourires de bébé. Un soir, après avoir finalement réussi à endormir les 2 jumeaux simultanément, ils s'effondrèrent sur le canapé, épuisés mais heureux. « J'ai une confession à te faire », dit Sarah en se blottissant contre l'épaule de Maxwell. « J'ai terriblement peur qu'un jour tu te réveilles et que ton ancienne vie te manque. » Maxwell resta silencieux un long moment. Mon ancienne vie était impressionnante sur le papier. Des pantouses, des jets privés, des réunions de conseil qui déplaçaient des millions. Mais je me couchais chaque soir en me sentant vide. Il se tourna vers elle. J'ai encore plus peur que tu réalises que tu mérites mieux qu'un homme qui fuit ses sentiments. La main de Sarah trouva la sienne. Nous avons tous les 2 peur. Et si nous avions peur ensemble, suggéra Maxwell. Leur conversation fut interrompue par le cri d'Oliver venant de l'étage. Alors qu'ils allaient voir ce qu'il se passait, Sarah prit une décision. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle, menant Maxwell à son studio de photographie. Pour la première fois, elle lui révéla son portfolio. Des portraits intimes de gens ordinaires dans des moments extraordinaires de connexion. Un couple âgé se tenant la main à l'hôpital. Un père apprenant à sa fille à faire du vélo. Une mère réconfortant son fils après un cauchemar. « C'est comme ça que je vois le monde », expliqua Sarah. Les vrais moments entre les gens.
Maxwell étudia chaque photographie, la compréhension naissant dans ses yeux. « Tu captures l'amour. »« Je capture la vérité », corrigea Sarah. « Et la vérité, c'est que ce que nous avons est réel. » Quand Ethan se mit à pleurer à son tour, ils travaillèrent ensemble pour calmer les deux bébés, se déplaçant en parfaite synchronisation comme s'ils étaient partenaires depuis des années. Plus tard, en regardant Maxwell bercer Ethan en fredonnant doucement, Sarah prit son appareil photo. La photographie qui en résulta, un homme puissant réduit à une douce tendresse par un petit bébé, deviendrait son image préférée jamais capturée. 3 mois après le début de leur nouvelle vie à la Maison du Lac, la famille Roberts-Williams avait trouvé son rythme. Maxwell avait révolutionné son emploi du temps professionnel, menant la plupart de ses réunions par vidéoconférence et limitant ses déplacements à des voyages d'une journée seulement. Son équipe de direction, initialement paniquée, constata que la productivité avait en fait augmenté, leur PDG étant devenu plus concentré et décisif. Les routines matinales devinrent sacrées. Maxwell se levait à 5h30 pour préparer les biberons tandis que Sarah tirait son lait. Ils avaient troqué son habituel café noir et son petit déjeuner précipité contre des matinées tranquilles à regarder les jumeaux découvrir leur monde. Oliver avait développé une fascination pour tout ce qui faisait du bruit, les hochets, les clés, même son propre babillage. Ethan préférait l'observation silencieuse, étudiant les visages et suivant les conversations avec de sérieux yeux gris qui reflétaient l'intensité de son père. « Il sera le penseur », observa Sarah un matin, regardant Ethan examiner attentivement un bloc de bois. « Et Oliver sera le fauteur de troubles », répondit Maxwell, sauvant son ordinateur portable des mains agrippantes de son fils pour la 3e fois cette semaine. Sarah avait recommencé à photographier, mais ses sujets avaient changé. Au lieu de portraits commandés, elle documentait les petits miracles de la vie quotidienne, les immenses mains de Maxwell soutenant doucement la tête chancelante d'Ethan, les positions de sommeil synchronisées des jumeaux, de tranquilles moments de découverte et de croissance. Sa séance préférée eut lieu spontanément lorsque Maxwell s'endormit sur le sol du salon pendant une séance de jeu sur le ventre, les deux bébés rampant sur lui comme s'il était leur terrain de jeu personnel. Les images capturaient un côté du magnate des affaires qu'aucune salle de conseil n'avait jamais vu. Un soir, alors qu'ils tentaient de dîner pendant que les jumeaux, assis dans leur chaise haute, créaient de l'art moderne avec de la purée de patates douces, le téléphone de Maxwell sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait son frère, David. « Ne réponds pas, dit Sarah calmement. « Je devrais. C'est peut-être important. » La conversation fut brève et tendue. Quand Maxwell raccrocha, son expression était troublée. « La famille veut nous voir, dit-il. » David dit que mère reconsidère sa position. L'estomac de Sarah se noua. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Je pense qu'elle a réalisé que je ne changerai pas d'avis. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, ils s'assirent sur leur quai, regardant le clair de lune danser sur l'eau. Sarah était inhabituellement silencieuse depuis l'appel. « Tu es inquiète ?» observa Maxwell. « Ta famille a du pouvoir, des relations. Et s'ils essayaient de prendre les garçons ?» Maxwell la serra plus fort contre lui. « Ça n'arrivera jamais. Mais peut-être qu'il est temps de les affronter à nouveau. De leur montrer qui nous sommes vraiment. Et s'ils ne nous acceptent toujours pas ? Alors nous construirons nos propres traditions, dit fermement Maxwell. En commençant par notre mariage. » Le lendemain matin apporta un drame inattendu quand Oliver eut une poussée de fièvre à 39,5 degrés Celsius. Sarah le trouva apathique et brûlant lors de sa tétée de 6 heures du matin. « Maxwell » appela-t-elle, la panique évidente dans sa voix. Ils se précipitèrent à l'hôpital pour enfants de Boston, Maxwell conduisant tandis que Sarah tenait Oliver à l'arrière, surveillant sa respiration. Ethan, sentant la crise, pleurait de manière inconsolable dans son siège auto. Dans la salle d'attente des urgences, ils s'assirent en se tenant la main pendant que les médecins faisaient des tests. D'autres parents jetaient des coups d'œil aux vêtements coûteux de Maxwell et à la détresse évidente de Sarah, supposant probablement qu'il n'était qu'un autre couple riche confronté à un drame parental mineur. Mais lorsque le docteur Martinez émergea avec un sourire rassurant, expliquant qu'Oliver avait une infection virale courante qui se résoudrait avec du repos et des liquides, les deux parents s'effondrèrent presque de soulagement. « Les nouveaux parents paniquent toujours », dit gentiment le médecin. « Mais vous avez fait exactement ce qu'il fallait en l'amenant. » En rentrant à la maison avec un Oliver en convalescence et un Ethan épuisé, Maxwell tendit la main pour serrer celle de Sarah. « On se débrouille bien, dit-il, pour paniquer, pour être parent, pour être partenaire. » Cette nuit-là,
Alors qu'il se relayait pour vérifier la température d'Oliver et le garder à l'aise, Sarah réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus deux personnes essayant de faire fonctionner une relation. Ils étaient une famille, unis par un amour et une responsabilité partagée. Vers 3 heures du matin, lorsque la fièvre d'Oliver tomba enfin et qu'il leur sourit pour la première fois en 24 heures, Maxwell et Sarah se regardèrent à travers la nurserie et sûrs qu'ils pourraient affronter tous les défis à venir. Le baptême d'Oliver et Ethan Roberts était prévu pour un dimanche matin frais d'octobre à Trinity Church, un monument historique de Boston où 4 générations d'hommes Roberts avaient été baptisés. Maxwell avait initialement voulu une petite cérémonie privée, mais Sarah l'avait convaincu que se cacher du monde n'était pas une solution durable. Si nous voulons être une famille, nous devons affronter le public ensemble, avait-elle raisonné. Le matin du baptême, Sarah se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant l'élégante robe bleu marine que Maxwell avait choisie pour elle. C'était une robe de créateur, mais sobre, appropriée à la fois pour la cérémonie sacrée et l'inévitable attention médiatique. « Tu es magnifique », dit Maxwell, apparaissant derrière elle dans un costume gris anthracite. Il s'était détendu ces derniers mois, mais aujourd'hui, la tension familière était revenue sur ses épaules. « Les photographes seront sans pitié », s'inquiéta Sarah, touchant le délicat collier de perles que Maxwell lui avait offert pour le baptême. « Laisse-les regarder, répondit Maxwell en redressant sa cravate. « Je veux que le monde voie ma famille. » À l'église, une petite foule de journalistes et de photographes s'était déjà rassemblée malgré les tentatives de discrétion de la famille. La nouvelle du baptême des héritiers Roberts avait fuité, et la bonne société de Boston était curieuse de connaître la femme qui avait capturé le célibataire le plus convoité de la ville. À l'intérieur de Trinity Church, la liste des invités était délibérément limitée. Madame Patterson était assise au 2e rang, s'étant progressivement attachée à Sarah après avoir été témoin de son dévouement envers les jumeaux. Le docteur Chen, qui avait mis au monde les garçons, assistait en tant que leur marraine d'honneur. Quelques-uns des plus proches associés de Maxwell occupaient les sièges restants. L'absence notable était celle de la famille Roberts. Eleanor avait été invitée mais avait décliné, bien que David ait envoyé une carte officielle souhaitant le meilleur aux garçons. Au début de la cérémonie, Oliver et Ethan, maintenant âgés de 6 mois, se comportèrent étonnamment bien dans leur robe de baptême blanche assortie. Oliver suivait la procédure avec une curiosité aux yeux écarquillés, tandis qu'Ethan somnolait paisiblement dans les bras de Sarah. Le révérend William Thompson, qui connaissait Maxwell depuis l'enfance, parla de la famille, de la foi et des nouveaux départs. Au moment du baptême lui-même, les deux parents se tenaient ensemble devant les fonts baptismaux ornés. « Promettez-vous d'élever ces enfants dans l'amour et la vérité » demanda le révérend Thompson. « Nous le promettons » répondirent Maxwell et Sarah à l'unisson, leur voix portant clairement dans le sanctuaire. Lorsque l'eau bénite toucha le front d'Oliver, il poussa un couinement indigné qui fit rire l'assemblée. Ethan, en revanche, resta sereinement calme tout au long de sa bénédiction. Une fois la cérémonie formelle terminée, Maxwell surprit tout le monde en demandant un moment pour parler. Debout à la chaire avec Sarah à ses côtés, chacun tenant un jumeau, il regarda les témoins rassemblés. « Il y a 6 mois, je pensais que le succès signifiait bâtir un empire », commença Maxwell, sa voix ferme mais émue. « Je mesurais ma valeur en profit et en acquisition. Puis ces 2 petits garçons sont entrés dans ma vie, et j'ai découvert que j'avais tout calculé de travers. » Il regarda Sarah, qui l'encouragea d'un doux sourire. La véritable mesure d'un homme n'est pas ce qu'il bâtit pour lui-même, mais ce qu'il bâtit pour les autres. Sarah, Oliver et Ethan m'ont appris que l'amour n'est pas une faiblesse à gérer. C'est la seule force qui compte vraiment. Dans l'assemblée, Madame Patterson s'essuya les yeux avec un mouchoir, tandis que les photographes à l'extérieur captaient chaque mot à travers les portes ouvertes de l'église. « Aujourd'hui, je ne baptise pas seulement mes fils », poursuivit Maxwell. Je m'engage à être le père qu'il mérite et le partenaire que Sarah mérite. Merci à tous d'être les témoins de cette promesse. Les applaudissements furent spontanés et chaleureux. Alors qu'ils descendaient l'allée ensemble, Sarah sentit le poids du regard public, mais aussi la force de la main de Maxwell dans la sienne. Dehors, la frénésie médiatique était intense mais respectueuse. Maxwell avait appris de ses expériences passées et avait engagé une sécurité professionnelle pour gérer la foule. Lui et Sarah posèrent brièvement pour des photographies, les jumeaux calmes dans les bras de leurs parents. « Monsieur Roberts, comment la paternité vous a-t-elle changé » cria un journaliste. « Elle m'a montré ce qui compte vraiment » répondit simplement Maxwell. Sarah,
qu'est-ce que ça fait de sortir avec le célibataire le plus convoité de Boston? Sarah sourit. Je ne saurais pas. Je vais épouser un père et un partenaire dévoué qui se trouve avoir du succès en affaires. La réponse suscita des rires approbateurs de la foule et des regards admiratifs pour son sang-froid. Alors qu'ils s'éloignaient de Trinity Church en direction de leur réception à la Maison du Lac, Maxwell tendit la main pour serrer celle de Sarah. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Comme si nous venions de dire au monde que nous n'allions nulle part » répondit Sarah. « Bien, dit Maxwell. Parce que c'est le cas. » La réception intime à la Maison du Lac était tout ce que la cérémonie à l'église n'avait pas été, détendue, joyeuse et axée sur la célébration plutôt que sur la tradition. Madame Patterson s'était surpassée avec un menu de plats réconfortant plutôt que formel, et les invités se mêlaient facilement sur le porche enveloppant surplombant le lac. Le docteur Chen passa la majeure partie de l'après-midi à tenir le jumeau qui n'était pas actuellement passé de bras en bras, s'émerveillant de voir à quel point ils avaient grandi depuis leur naissance. « Ils vont briser des cœurs », prédit-elle, regardant Oliver charmer un groupe d'associés avec son sourire contagieux. Alors que le soleil se couchait sur le lac, projetant une lumière dorée sur l'eau, Maxwell et Sarah trouvèrent un moment de calme ensemble sur le quai pendant que leur fils faisait la sieste à l'intérieur. « Pas de regret » demanda Maxwell en la serrant contre lui. « Un seul » répondit Sarah. Le visage de Maxwell montra de l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle poursuive. « J'aimerais qu'on puisse faire ça tous les jours. Juste être nous-mêmes avec les gens qui comptent, célébrant ce que nous avons construit ensemble. » Alors c'est ce que nous ferons, promit Maxwell. En commençant par notre mariage. 2 semaines après le baptême, un visiteur inattendu apparut à la Maison du Lac. Sarah était dans son studio de photographie, éditant les images de la cérémonie, lorsqu'elle entendit la voix surprise de Maxwell depuis le porche. « Mère, que fais-tu ici ?» Eleanor Roberts se tenait sur le seuil, l'air inhabituellement incertain. Sa contenance impérieuse habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « Je suis venue voir mes petits-fils », dit simplement Eleanor. Sarah sortit du studio pour trouver Maxwell et sa mère dans une confrontation gênante sur le porche. Les jumeaux jouaient sur le ventre sur une couverture dans le salon, babillant joyeusement. « Entrez », dit doucement Sarah, bien que son cœur battait la chamade. Maxwell lui lança un regard inquiet, mais elle hocha la tête d'un air rassurant. Eleanor entra pour la première fois dans la Maison du Lac, son regard critique balayant le mobilier confortable et les photos de famille couvrant la cheminée. Elle s'arrêta devant une image en noir et blanc particulièrement saisissante de Maxwell endormi avec les 2 bébés sur sa poitrine. « C'est vous qui avez pris ça » demanda Eleanor à Sarah. « Oui, la photographie est mon métier. » Eleanor étudia l'image plus longtemps. « Il a l'air paisible. »« Il est paisible » répondit Sarah. « Nous le sommes tous. » La conversation fut interrompue par le cri ravi d'Oliver. Les 2 femmes se tournèrent pour le voir tenter de ramper vers un jouet coloré, sa détermination évidente malgré sa coordination encore chancelante. Ethan était allongé à proximité, observant les efforts de son frère avec une concentration sérieuse. « Ils sont si différents », observa Eleanor, se rapprochant malgré elle. Oliver est l'explorateur, Ethan le philosophe, expliqua Maxwell, sa voix prudente mais pas hostile. Eleanor s'agenouilla près de la couverture, gardant une distance prudente. Oliver, ignorant les politiques familiales, changea immédiatement de direction et rampa vers cette nouvelle personne avec curiosité. « Puis-je » demanda Eleanor en désignant Oliver. Sarah hocha la tête, bien qu'elle restât sur ses gardes. Quand Eleanor prit Oliver, quelque chose de remarquable se produisit. Le bébé étudia son visage sérieusement un instant, puis éclata de son sourire caractéristique et tendit la main vers son collier de perles avec fascination. « Il est magnifique », murmura Eleanor. Et pour la première fois depuis que Sarah la connaissait, la voix de la femme plus âgée portait une émotion sincère. Ethan, pour ne pas être en reste, émit de doux sons depuis sa position sur la couverture jusqu'à ce qu'Eleanor le remarque aussi. « Voulez-vous un café ?» offrit Sarah, reconnaissant la branche d'olivier qui lui était tendue. Dans la cuisine, pendant que Maxwell surveillait sa mère et ses fils, Eleanor parla doucement à Sarah. « Je vous dois des excuses », commença-t-elle. « Mon comportement à l'hôpital et à la demeure était inexcusable. » Sarah continua de préparer le café, permettant à Eleanor de poursuivre. « J'ai regardé Maxwell bâtir cet empire commercial pendant 15 ans. Il était brillant, couronné de succès, mais complètement isolé.
Pas de vraie relation, pas de joie dans ses accomplissements. Je pensais que c'était simplement qui il était. Eleanor marqua une pause, jetant un coup d'œil vers le salon où Maxwell était maintenant par terre avec ses fils. Puis j'ai vu les photographies du baptême dans les pages mondaines. Il y avait mon fils, tenant ses bébés comme s'ils étaient les choses les plus précieuses au monde. Et vous, le regardant comme s'il était tout. Sarah tendit une tasse de café à Eleanor. Il est tout pour nous. Je le vois maintenant, admit Eleanor. Je protégeais un homme qui n'avait pas besoin de protection. Je préservais une version de Maxwell qui n'a jamais été vraiment heureuse. Elles retournèrent au salon pour trouver Maxwell aidant Ethan à s'entraîner à s'asseoir, tandis qu'Oliver tentait de manger les lacets de son père. « Papa » babilla Oliver, bien qu'il ne prononçât pas encore de vrais mots. Le visage de Maxwell s'illumina comme si son fils avait récité du Shakespeare. Eleanor observa cette interaction avec une compréhension croissante. Il n'a jamais été aussi présent. Même enfant, Maxwell semblait toujours penser à autre chose, à planifier le prochain coup. Il est exactement là où il veut être, dit Sarah. Au fil de l'après-midi, Eleanor se détendit progressivement. Elle aida à changer la couche d'Ethan, réussit à faire rire Oliver en jouant à cache-cache, et partagea même des histoires sur l'enfance de Maxwell qui révélèrent un côté plus doux de leur histoire familiale. Il était obsédé par la construction, raconta Eleanor à Sarah pendant que Maxwell était dans la cuisine à préparer les biberons. Les Lincoln Logs, les Lego, les blocs, il construisait toujours quelque chose d'élaboré, puis le détruisait pour construire quelque chose de mieux. Certaines choses ne changent jamais, sourit Sarah. Quand vint le moment pour Eleanor de partir, l'adieu fut nettement différent de son arrivée. Elle serra chaque petit-fils dans ses bras avec précaution, murmurant des promesses de revenir bientôt. « Sarah, dit-elle en se préparant à partir, j'aimerais organiser un vrai dîner pour la famille quand vous serez prêts. Les deux familles, la vôtre et la nôtre. » « J'aimerais beaucoup, répondit Sarah, sincèrement. Après que la voiture d'Eleanor eut disparu sur l'allée, Maxwell serra Sarah contre lui sur le porche. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue, dit-il. »« Les gens changent, observa Sarah. »« Regarde-toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a 6 mois, tu étais un homme qui fuyait ses sentiments. Maintenant, tu es quelqu'un qui construit sa vie autour d'eux. » À l'intérieur de la maison, les deux jumeaux s'étaient endormis dans leur parc, épuisés par les émotions de la journée. Maxwell et Sarah les regardèrent dormir, s'émerveillant de la façon dont ces petits êtres avaient non seulement transformé leur propre vie, mais avaient également rayonné pour guérir de vieilles blessures familiales. « Tu penses qu'elle était sincère ? » À propos du dîner, demanda Maxwell. « Je pense que ta mère découvre qu'être une grand-mère est peut-être plus gratifiant que d'avoir raison, répondit Sarah. Alors qu'il montait à l'étage, Maxwell s'arrêta devant la cheminée pour regarder la photographie qui avait attiré l'attention de sa mère. L'image de lui dormant avec ses fils. « Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ça ? » demanda-t-il à Sarah. « Je vois un homme qui a enfin trouvé son but, répondit-elle. Et 2 petits garçons qui ne douteront jamais d'être aimés. » Maxwell l'embrassa doucement. « Merci de m'avoir donné la chance de devenir cet homme. » 1 an après le jour où Maxwell avait vu Sarah pour la première fois dans ce couloir d'hôpital, il se tenait dans son bureau d'angle surplombant le port de Boston, se préparant à la réunion du conseil la plus importante de sa carrière. Non pas à cause des chiffres sur le rapport financier étalé sur son bureau en acajou, mais à cause de la décision qu'il s'apprêtait à annoncer. Les 12 derniers mois l'avaient complètement transformé. L'homme d'affaires motivé et isolé qui travaillait autrefois 18 heures par jour avait évolué en un homme qui organisait sa vie autour des histoires du soir et des dîners en famille. Sa transformation n'était pas passée inaperçue auprès du conseil d'administration de Robert S. Enterprises, qui observait avec une inquiétude croissante leur PDG privilégier le temps en famille aux marges bénéficiaires. À 14 heures précises, Maxwell entra dans la salle du conseil où l'attendaient 12 directeurs au visage sévère. C'étaient les hommes et les femmes qui l'avaient aidé à bâtir un empire de plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, il s'apprêtait à leur dire que cet empire n'était plus sa priorité. « Mesdames et messieurs, » commença Maxwell en prenant sa place à la tête de la table de conférence polie, « j'ai convoqué cette réunion pour discuter de la future structure de direction de Robert S. Enterprises. » Charles Morrison, le membre du conseil le plus ancien, se pencha en avant. « Maxwell, si c'est à propos du retard de l'expansion à Singapour ? » « Il ne s'agit pas de Singapour, » l'interrompit calmement Maxwell. « Il s'agit de priorité. » Il activa l'écran de présentation, mais au lieu de projection financière,
La première diapositive montrait une photographie que Sarah avait prise de lui lisant une histoire à Oliver et Ethan sur leur quai au coucher du soleil. Les membres du conseil échangèrent des regards confus. L'année dernière, j'ai appris que bâtir une entreprise ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui partager le succès, poursuivit Maxwell. J'ai découvert que les réunions les plus importantes ont lieu à 3 heures du matin, quand votre enfant a de la fièvre, pas dans des salles de conseil à discuter des projections trimestrielles. Le visage de Morrison se durcit. Maxwell, suggérez-vous sérieusement que nous restructurions une entreprise du Fortune 500 autour de votre situation domestique? Je suggère que nous la restructurions autour d'un leadership durable, répondit Maxwell. Pendant 15 ans, j'ai été le point de défaillance unique de cette organisation. Ce n'est pas une bonne gestion. Il passa à la diapositive suivante, montrant un plan de succession détaillé. À compter d'aujourd'hui, je vais passer au poste de président du conseil d'administration. Patricia Henderson assumera le rôle de PDG, avec mon plein soutien et ma recommandation. La salle éclata en murmures inquiets. Patricia Henderson, actuellement directrice des opérations de l'entreprise, était brillante et compétente, mais le conseil ne s'attendait pas à un changement de direction aussi radical. Patricia a essentiellement géré les opérations quotidiennes au cours des 6 derniers mois pendant que j'apprenais à être présent, reconnut Maxwell. Nos bénéfices ont augmenté de 12% sous sa direction, et la satisfaction des employés est à un niveau record. Janet Ellis, membre du conseil, leva la main. Maxwell, et votre héritage? Votre père a bâti cette entreprise. Mon père a bâti une entreprise, corrigea Maxwell. Je veux bâtir quelque chose de plus. J'établis la fondation Roberts Williams avec une dotation de 100 millions de dollars, axée sur le soutien aux mères célibataires et à l'accès à la garde d'enfants. Il cliqua sur la diapositive suivante, montrant les plans architecturaux d'un centre de soutien familial complet. La fondation fournira des services de garde d'enfants, de la formation professionnelle, des ressources de santé et une assistance en matière de planification financière. Sarah en sera la directrice exécutive, apportant son expérience en photographie communautaire et sa compréhension des besoins réels des parents en difficulté. Le silence dans la pièce était assourdissant. Charles Morrison prit enfin la parole. Vous jetez par-dessus bord tout ce pour quoi vous avez travaillé. Je ne jette rien, dit fermement Maxwell. J'élargis ce pour quoi je travaille. Robert S. Enterprises continuera de prospérer sous la direction de Patricia. Mais je refuse de manquer l'enfance de mes enfants pour le bien des cours de la bourse. David Kim, membre du conseil et lui-même père de 3 enfants, fut le premier à hocher la tête en signe d'approbation. Maxwell, je pense que vous faites le bon choix. La réunion se poursuivit pendant 2 heures, Maxwell répondant patiemment à chaque préoccupation et question. À la fin, même les membres du conseil les plus sceptiques durent admettre que son plan de succession était complet et bien réfléchi. Alors que les directeurs sortaient, Patricia Henderson resta en arrière. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle. « Vous renoncez à un pouvoir considérable. » Maxwell regarda par la fenêtre de son bureau vers le port, où il pouvait voir des familles se promener ensemble sur le front de mer. « Patricia, j'ai passé des années à accumuler un pouvoir que je n'ai jamais utilisé pour quoi que ce soit de significatif. Maintenant, je veux utiliser l'influence que j'ai pour aider d'autres familles à avoir ce que j'ai trouvé. » Ce soir-là, Maxwell rentra à la maison pour trouver Sarah dans leur cuisine, couverte de farine et riant alors qu'Oliver tapait des cuillères en bois sur une casserole tandis qu'Ethan, depuis sa chaise haute, applaudissait joyeusement le chaos. « Comment ça s'est passé ?» demanda Sarah en l'embrassant malgré ses mains enfarinées. « Je suis officiellement un milliardaire à temps partiel, répondit Maxwell en prenant Ethan tout en ébouriffant les cheveux d'Oliver. Des regrets ? Maxwell regarda autour de leur cuisine, des jouets éparpillés sur le sol, des photos de famille couvrant le réfrigérateur, des preuves de leur vie magnifiquement chaotique partout où ils regardaient. Seulement d'avoir attendu si longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment. Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux se furent endormis, Maxwell trouva Sarah sur leur quai, éditant des photographies sur son ordinateur portable. Elle travaillait sur une série documentant leur première année en tant que famille. Des moments candides de découverte, de croissance et d'amour. « C'est incroyable », dit Maxwell en regardant par-dessus son épaule des images qui capturaient non seulement des événements, mais des émotions. « C'est notre histoire », répondit Sarah. « Chaque matin privé de sommeil, chaque premier sourire, chaque moment où nous avons compris comment être une famille.
Maxwell s'assit à côté d'elle, regardant le clair de lune danser sur l'eau du lac. « J'ai quelque chose à te dire, dit-il. J'ai pris une autre décision aujourd'hui. » Sarah leva les yeux de son ordinateur, inquiète de son ton sérieux. « Je veux que nous nous marions le mois prochain, » poursuivit Maxwell. Pas un grand mariage mondain, pas un événement d'affaires. Juste nous, les garçons et les gens qui comptent le plus. Le visage de Sarah s'illumina d'un sourire radieux. « Tu me demandes encore en mariage ? Je te fais une nouvelle promesse, corrigea Maxwell. Il y a un an, je t'ai demandé de m'épouser parce que j'avais peur de te perdre. Maintenant, je te le demande parce que je ne peux pas imaginer construire le reste de notre vie avec quelqu'un d'autre. » Sarah ferma son ordinateur portable et l'embrassa sous les étoiles. « Oui, murmura-t-elle. Toujours oui. » À l'intérieur de la maison, comme s'ils sentaient la joie de leurs parents, les deux jumeaux dormaient paisiblement, complètement en sécurité dans l'amour qui les entourait. Leur famille était enfin, et véritablement, complète. Un mois plus tard, par un après-midi doré d'octobre, la maison du lac avait été transformée en un lieu de mariage qui capturait parfaitement le parcours de Maxwell et Sarah. Des chaises blanches formaient un petit demi-cercle sur la pelouse surplombant l'eau, où les feuilles tombées créaient un tapis naturel d'ambre et de pourpre. Sarah se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant la simple mais élégante robe ivoire qu'elle avait choisie. Ce n'était pas la robe élaborée qu'on attendrait de l'épouse d'un milliardaire, mais quelque chose qui lui ressemblait authentiquement, de la soie fluide avec de délicates manches en dentelle et une jupe longueur T qui lui permettrait de se déplacer librement pendant la cérémonie et la célébration. « Tu es magnifique, ma chère », dit Madame Patterson en attachant un collier de perles autour du cou de Sarah. La gouvernante était devenue une alliée inattendue, complètement conquise par la nature sincère de Sarah et son amour évident pour Maxwell et les jumeaux. Oliver et Ethan, maintenant âgés de 13 mois et marchant d'un pas déterminé mais chancelant, étaient vêtus de costumes bleu marine assortis qui les faisaient ressembler à des versions miniatures de leur père. Ils serviraient de porteurs d'alliance, bien que tout le monde comprit que leur performance serait plus divertissante que précise. Eleanor Roberts entra dans la chambre, portant une petite boîte emballée. « Quelque chose d'emprunté » dit-elle en offrant le cadeau à Sarah. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec de minuscules fleurs en diamant. « C'était celui de ma mère » expliqua Eleanor. « Elle l'a porté le jour de son mariage, et je l'ai porté le mien. Je serais honoré si tu le portais aujourd'hui. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes alors qu'Eleanor attachait le bracelet autour de son poignet. « Merci de m'avoir rendu mon fils, » murmura Eleanor. « Il était perdu depuis si longtemps, et tu l'as ramené à la maison. » En bas, Maxwell attendait avec le révérend Thompson, ajustant nerveusement sa cravate tout en saluant leur petit groupe d'invités. Patricia Henderson était venue de Robert S. Enterprises, ainsi que le Dr. Shen et plusieurs amis proches de la communauté photographique de Sarah et du monde des affaires de Maxwell. La cérémonie commença au son doux d'un quatuor à cordes, tandis que la demoiselle d'honneur de Sarah, sa colocataire d'université Jennifer, descendait l'allée improvisée. Puis vinrent les stars du spectacle, Oliver et Ethan, chacun serrant un petit coussin avec les alliances attachées, bien que des alliances de rechange fussent en sécurité avec le témoin, au cas où. Oliver prit son rôle au sérieux, marchant avec détermination vers l'autel avec une concentration intense. Ethan, cependant, fut distrait à mi-chemin par un papillon et s'assit brusquement pour le regarder, provoquant des rires doux des invités. Maxwell s'approcha pour prendre son fils contemplatif, le portant le reste du chemin tandis qu'Oliver accomplissait sa mission avec une fierté évidente. Quand Sarah apparut enfin, le souffle de Maxwell se coupa. Elle se dirigeait vers lui avec une confiance tranquille, ses yeux ne quittant jamais son visage, et il fut transporté à cette nuit à Seattle où il avait vu pour la première fois sa force et sa beauté. Le révérend Thompson avait conçu une cérémonie qui honorait à la fois la tradition et le chemin unique que cette famille avait emprunté pour se trouver. « Maxwell et Sarah, commença-t-il, votre parcours jusqu'à cet hôtel a été peu conventionnel. Vous vous êtes trouvés, perdus et retrouvés. Vous avez bâti une famille avant de bâtir un mariage, ce qui vous a donné une fondation que peu de couples ont la chance d'avoir. » Au moment des vœux, Maxwell parla le premier, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Sarah, il y a 1 an et demi, j'étais un homme qui avait tout et ne ressentait rien. Tu m'as appris que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on partage. Tu m'as donné non seulement 2 fils incroyables, mais aussi le courage de devenir le père qu'ils méritent. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Oliver et Ethan qui étaient tranquillement divertis par Eleanor et Madame Patterson.
Je promets de construire notre avenir avec la même intention que tu mets dans tes photographies, capturer chaque moment authentique, préserver chaque souvenir précieux, et toujours me concentrer sur ce qui est réel plutôt que sur ce qui a l'air impressionnant. La réponse de Sarah fut tout aussi sincère. Maxwell, tu m'as montré que l'amour ne dépend pas d'un timing parfait ou de circonstances idéales. Il s'agit de se présenter, même quand on a peur. Il s'agit de se choisir l'un l'autre, chaque jour. Elle regarda leur fils, puis de nouveau Maxwell. Je promets d'être ta partenaire pour élever ces magnifiques garçons à comprendre que la force vient de la vulnérabilité, que le succès signifie élever les autres, et que les meilleurs héritages sont bâtis sur l'amour, pas seulement sur l'ambition. Lorsque le révérend Thompson les déclara mari et femme, le baiser de Maxwell fut tendre et plein de promesses. En arrière-plan, Oliver applaudit avec enthousiasme tandis qu'Ethan mâchouillait pensivement son petit bouquet. La réception passa sans heurts de la cérémonie à la célébration. Des tables dispersées sur le porche et la pelouse encourageaient les conversations, tandis que le même quatuor à cordes fournissait une douce musique de fond pendant que les invités savouraient le menu de plats réconfortant de Madame Patterson, élevé à des standards élégants. Sarah avait installé un stand photo où les invités pouvaient prendre des photos avec des appareils vintage, créant des souvenirs instantanés qui seraient compilés dans un album. Les jumeaux, maintenant libérés de leurs devoirs formels, rampaient librement parmi les invités, charmant tout le monde avec leurs personnalités différentes. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac, Maxwell et Sarah partagèrent leur première danse sur une petite plateforme surplombant l'eau. La chanson était At Last d'Etta James, la même qu'ils avaient fredonnée ensemble à Seattle pendant cette nuit magique sous la pluie. Pas de regret, murmura Maxwell alors qu'ils se balançaient ensemble. Seulement de ne pas pouvoir faire ça tous les jours, répondit Sarah, faisant écho à son sentiment du baptême. Nous pouvons faire ça tous les jours, corrigea Maxwell. Peut-être pas la partie mariage, mais ça, être ensemble, célébrer ce que nous avons construit, entouré de gens qui nous aiment. Ce n'est que le début. À la tombée de la nuit, des guirlandes de lumière illuminèrent la célébration tandis que les invités se rassemblaient autour d'un petit feu de joie sur la plage. On vit Eleanor lire une histoire à Oliver tandis qu'Ethan somnolait dans les bras du docteur Chen. Madame Patterson et Jennifer se découvrirent un amour commun pour le jardinage et étaient en pleine conversation sur les roses. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Maxwell et Sarah se retrouvèrent seuls sur leur quai, leur fils endormi dans leurs bras. Le lac reflétait les étoiles et les lumières du mariage, créant un miroir parfait de leur bonheur. Madame Roberts, dit doucement Maxwell, essayant le nouveau nom de Sarah. J'aime le son de ça, répondit Sarah, s'appuyant contre l'épaule de son mari. Prête pour l'éternité? Demanda Maxwell. Je suis prête depuis Seattle, répondit Sarah. Je ne le savais juste pas encore. Au-dessus d'eux, les étoiles témoignaient de la promesse d'une famille qui avait trouvé son chemin vers la maison, bâtie sur des fondations plus solides que la richesse ou le statut, bâtie sur un amour qui avait été testé, perdu et redécouvert, le rendant incassable. 5 ans plus tard, Maxwell et Sarah se tenaient dans les couloirs familiers du Boston Memorial Hospital, mais cette fois en tant qu'invités d'honneur plutôt qu'en tant que nouveaux parents anxieux. L'hôpital bourdonnait d'excitation alors que le personnel, les patients et les membres de la communauté se rassemblaient pour la grande ouverture du centre de soutien familial Roberts-Williams. Oliver et Ethan, maintenant âgés de 6 ans, tiraient sur les mains de leur père en explorant l'espace lumineux et accueillant qui servirait bientôt des centaines de familles. Oliver, fidèle à sa nature, bombardait tout le monde de questions sur le fonctionnement du matériel médical, tandis qu'Ethan observait tranquillement les interactions autour de lui, montrant déjà des signes de l'esprit analytique de son père. « Papa, pourquoi y a-t-il autant de caméras ?» demanda Oliver, remarquant la présence des médias documentant l'événement. « Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial », expliqua Maxwell, s'agenouillant à la hauteur de son fils. « Nous ouvrons un endroit qui aidera d'autres familles comme la nôtre. » Le docteur Chen, maintenant chef de l'obstétrique et directrice médicale du centre, s'approcha avec un sourire chaleureux. Elle avait vu la famille Roberts grandir, de cette nuit chaotique dans la salle d'accouchement à l'unité aimante et confiante qu'ils étaient devenus. « Prêt pour la coupe du ruban ?» demanda-t-elle à Sarah, qui était radieuse dans une robe bleue professionnelle mais accessible. « Je pense que oui, » répondit Sarah, bien que ses mains tremblassent légèrement de nervosité. En tant que directrice exécutive de la fondation, elle avait supervisé chaque détail du développement du centre, mais parler en public la mettait encore au défi. Le centre lui-même était un témoignage de conception réfléchie et de compréhension sincère des besoins familiaux.
Le hall principal présentait les expositions de photographies de Sarah, des portraits de vraies familles servies par la Fondation, capturant des moments d'espoir, de lutte et de triomphe. Les installations de garde d'enfants comprenaient à la fois une garderie traditionnelle et une garde en soirée pour les parents travaillant à des horaires non standards. Les suites médicales offraient tout, des soins prénatals aux services pédiatriques, tandis que les espaces éducatifs proposaient des formations professionnelles, des cours d'éducation financière et des groupes de soutien parental. Maxwell avait insisté sur une caractéristique spéciale, une petite chapelle ou salle de méditation avec des fenêtres donnant sur un jardin commémoratif, offrant un espace aux familles pour trouver la paix pendant les moments difficiles. Au début de la cérémonie, Maxwell se mit à penser au chemin qui les avait menés ici. La Fondation Roberts-Williams avait dépassé leurs attentes les plus folles, servant plus de 2000 familles au cours de ces 4 premières années. Ils avaient maintenant des centres dans 3 villes, avec des projets d'expansion dans 5 autres. Mais plus que les chiffres, c'étaient les histoires qui comptaient, comme celle de Maria Gonzalez, une mère célibataire qui avait utilisé la garderie et la formation professionnelle de la Fondation pour devenir technicienne médicale certifiée, ou la famille Johnson, qui avait reçu un soutien crucial pendant le séjour de leur triplé prématuré en Usain et qui faisait maintenant du bénévolat en tant que conseiller père pour d'autres familles en Usain. Mesdames et messieurs, s'adressa le docteur Chen à la foule rassemblée, il y a 5 ans, Maxwell Roberts et Sarah Williams ont fait face à un moment inattendu dans cet hôpital même, qui a changé leur vie pour toujours. Aujourd'hui, ils utilisent cette expérience pour changer la vie d'innombrables autres familles. Elle se tourna vers Sarah, qui s'avança pour s'adresser au public. La jeune femme nerveuse qui s'était sentie autrefois déplacée dans le monde de Maxwell avait disparu. À sa place se tenait une dirigeante pleine d'assurance qui avait trouvé sa vocation au service des autres. Quand j'ai donné naissance à Oliver et Ethan dans cet hôpital, commença Sarah, sa voix claire et forte, j'étais prête à affronter la parentalité seule. Je n'avais aucun soutien familial, des ressources limitées, et honnêtement, j'étais terrifiée. Maxwell regardait fièrement sa femme captiver l'attention de la salle. Le centre de soutien familial Roberts-Williams existe parce que nous croyons qu'aucun parent ne devrait faire face à ces défis sans soutien. Que vous soyez une mère célibataire qui cumule 2 emplois, une famille confrontée à une crise médicale, ou des parents essayant simplement d'équilibrer travail et garde d'enfants, ce centre est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Les applaudissements furent chaleureux et soutenus. Lorsque Sarah termina son discours, elle et Maxwell se prirent la main pour couper le ruban de cérémonie aux côtés du Dr Chen et d'Eleanor Roberts, qui était devenue l'une des membres du conseil les plus dévoués de la Fondation. Alors que le ruban tombait et que les invités commençaient à visiter les installations, Maxwell sentit une légère traction sur sa veste. Il baissa les yeux et vit Ethan tenant un petit cadeau emballé. « Qu'est-ce que c'est, mon grand ? » « Maman a dit qu'aujourd'hui était un jour spécial, alors je t'ai fait quelque chose, » expliqua sérieusement Ethan. Maxwell déballa le cadeau pour trouver un dessin d'enfant montrant leur famille lui-même, Sarah et les jumeaux, devant un bâtiment avec une pancarte indiquant lieu d'aide. Sous le dessin, d'une écriture soignée d'enfant de 6 ans, Ethan avait écrit « Merci de me montrer comment aider les gens ». La gorge de Maxwell se serra d'émotion alors qu'il serrait son fils attentionné dans ses bras. « Comment savais-tu exactement ce que papa avait besoin d'entendre » murmura-t-il. « Parce que tu me l'as appris, » répondit Ethan, comme si c'était une évidence. Plus tard dans l'après-midi, après la fin des cérémonies formelles et le départ de la plupart des invités, la famille Roberts se retrouva seule dans le couloir principal du centre. Sarah photographiait des détails de l'espace pour les archives de la Fondation, tandis que les jumeaux exploraient avec une excitation à peine contenue. Maxwell s'arrêta devant une exposition particulière, un reportage photo que Sarah avait créé sur le parcours de leur propre famille, commençant par une reconstitution de cette première nuit à Seattle et se terminant par des images récentes d'eux travaillant ensemble à la Fondation. La pièce maîtresse était une photographie prise exactement 1 an plus tôt, Maxwell lisant des histoires à Oliver et Ethan dans la même chambre d'hôpital où ils étaient nés, mais cette fois, il rendait visite à des familles en Usain, apportant réconfort et espoir à d'autres parents confrontés à des temps incertains. « À quoi tu penses ?» demanda Sarah, le rejoignant devant l'exposition. « Je pensais à cette nuit à Seattle, » répondit Maxwell. « Si quelqu'un m'avait dit que danser sous la pluie avec une belle inconnue mènerait à tout ça, l'aurais-tu cru ?» Maxwell considéra sérieusement la question. « Non, mais j'aurais espéré qu'ils avaient raison. » Sarah glissa sa main dans la sienne, la simple alliance en or captant la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les fenêtres du centre. « Oliver, Ethan, venez ici 1 minute. »
appela-t-elle à leur fils qui testait l'acoustique dans le hall principal. La famille se rassembla dans l'entrée du centre, sous une grande plaque de bronze qui disait « En l'honneur de toutes les familles qui trouvent leur chemin vers la maison ». Il y a 5 ans, dit Maxwell en regardant chaque membre de sa famille, je pensais que j'avais du succès parce que je pouvais acheter tout ce que je voulais. Maintenant, je sais que j'ai du succès parce que je me réveille chaque jour à côté des personnes que j'aime le plus, travaillant à aider d'autres familles à trouver ce que nous avons trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé, papa ? Demanda Oliver, bien que sa question portât la sagesse d'un enfant qui connaissait déjà la réponse. On s'est trouvés les uns les autres, répondit Sarah, serrant les 2 garçons contre elle. Et nous avons appris que les meilleures choses dans la vie ne sont pas des choses. Ce sont les gens qui choisissent de vous aimer chaque jour. Alors que le soleil se couchait derrière le Boston Memorial Hospital, la famille Roberts marcha main dans la main vers sa voiture, sachant qu'il reviendrait le lendemain pour commencer le vrai travail de service aux autres. Le centre ouvrirait ses portes à ses premières familles la semaine suivante, commençant un nouveau chapitre de leur mission continue pour s'assurer qu'aucun parent n'affronterait les défis de l'éducation des enfants sans soutien et sans espoir. Maxwell s'arrêta à l'entrée principale de l'hôpital, se souvenant de l'homme qu'il avait été 5 ans plus tôt, prospère mais vide, riche mais seul. Cet homme n'aurait jamais pu imaginer la richesse de la vie qu'il menait maintenant, mesurée non pas en dollars mais en histoire du soir, en dîner de famille et en le privilège d'aider d'autres familles à trouver leur propre chemin vers le bonheur. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Sarah. Maxwell regarda sa femme et ses fils, puis le centre qui accueillerait bientôt ses premières familles, et sourit. « Je suis à la maison, » répondit-il, et il en va de même pour tous ceux qui franchissent ses portes. Ensemble, la famille Roberts se dirigea vers sa maison du lac, où Madame Patterson préparait le dîner et Eleanor attendait d'entendre chaque détail de la journée. Ils n'étaient plus seulement une famille qui s'était trouvée contre toute attente. Ils étaient une famille engagée à aider les autres à écrire leurs propres histoires d'espoir, d'amour et de seconde chance.